En ce moment, la situation partout dans le monde est extrêmement tendue. Les cours de bourse sont en chute libre dans le domaine des Green Societies. Il y a des mouvements sociaux partout, il y a des centaines, voire des millions de personnes qui défilent dans les rues à Londres pour demander un cessez-le-feu. Et quand vous avez autant de monde dans la rue, ça veut dire qu'il y a au moins 5 ou 6 fois plus de personnes qui sont chez elles et qui sont franchement énervées de ce qui se passe. On a une situation en Ukraine qui est terrible, puisque un général allemand a déclaré, un général allemand ex-patron de la Luftwaffe, extrêmement bien informé et très respecté, il a évoqué le chiffre de 400 000 soldats morts dans l'armée ukrainienne. Donc quand on sait que pour un mort, il y a au moins 3 blessés graves, ça veut dire 1 200 000 blessés graves en Ukraine, estropiés, amputés, etc., qui ne reviendront plus sur le champ de bataille. Donc on a 1 600 000 personnes parmi la génération, disons, des 18-30 ans qui sont hors de combat. Donc on comprend pourquoi le régime de Kiev essaie d'aller partout pour recruter de nouvelles personnes. On s'étonne aussi des visites et de l'urgence des visites du président Macron, puis dans la foulée du président Poutine au Kazakhstan, mais président Poutine qui va avec toute son équipe. Et pourquoi ils y vont? Pas pour empêcher les Kazakhs de vendre, comme ça a été évoqué, du combustible nucléaire. Non, ils y vont parce qu'il se passe des choses beaucoup plus graves. Il y a une tentative véritablement de l'OTAN et de certains acteurs de l'OTAN d'essayer d'inverser les relations politiques au sein de cette région du monde, donc avec la Géorgie, avec le Kazakhstan, mais également avec l'Arménie et peut-être même avec d'autres pays. Donc on pourrait évoquer Ouzbékistan, Turkménistan, etc. Donc on voit que c'est très tendu, comme ça peut l'être également avec l'Azerbaïdjan, qui est un partenaire naturel de la Russie, mais qui est également un partenaire naturel de la Turquie qui est dans l'OTAN. Et les deux pays n'ont pas du tout la même vision sur le sort qui a été celui du Karabakh, du Haut-Karabakh, et également le sort du corridor de Zangezur, et donc, in fine, de l'Arménie dans son ensemble. Tout ça a évidemment des conséquences sur la route terrestre possible entre l'Iran et la Russie. Puisque si le corridor de Zangezur est bloqué, il y aura de moins en moins de possibilités terrestres entre les deux pays d'être reliés l'un à l'autre. Pour l'instant, il y a d'excellentes relations historiques de la Russie et de l'Iran avec l'Arménie, sauf que depuis 2017 et une révolution Soros, les choses ont changé. Donc on voit bien que dans l'environnement russe, les choses sont compliquées et que ce qui est appelé, entre guillemets, le Deep State ne lâche pas ses efforts contre la Russie. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que Suède et Finlande sont en train ou ont rejoint l'OTAN, que des missiles de plus en plus longue portée sont livrés à l'Ukraine, des avions également, alors des avions qui disparaissent assez rapidement, Poutine qui fait des déclarations sur des bombardiers lourds qui survolent en permanence 24 heures sur 24, équipés de missiles Kinjal, la mer Noire, ce qui veut dire qu'en fait ce sont des missiles qui peuvent accéder en quelques minutes, puisque c'est à moins de 1000 km, la flotte américaine qui est stationnée en Méditerranée, en face du Liban et d'Israël, mais qui pourrait éventuellement être utilisée pour attaquer la Syrie et pour attaquer également l'Iran. Alors, il faut bien se rappeler qu'en Syrie, il y a une base aérienne russe et une base maritime russe, donc qui sont les seules bases maritimes et aériennes permanente de la Russie dans cette région du monde qui est cruciale, comme on s'en rend compte avec le conflit actuel au Proche-Orient, où finalement, à part les États-Unis
qui sont une grande puissance à cet endroit-là. Il n'y a que des puissances régionales, puisque ni la Chine ni la Russie ne sont véritablement présentes dans cette région aussi cruciale, puisqu'on a le détroit, le canal de Suez, et on a évidemment l'essentiel de la production d'hydrocarbures commercialisés dans le monde, et hydrocarbures et gaz. Et donc j'en profite pour rappeler que concernant Gaza, il y a énormément de réserves de gaz au large. Mais la raison pour laquelle je parle de ça, et j'ai commencé par la Russie, c'est peut-être pour faire un retour en arrière. Beaucoup de gens se sont étonnés que la Russie ait décidé d'entrer dans son opération spéciale en mars, fin mars 2022, en se disant mais c'est toujours la mauvaise solution, puisqu'après ça va créer un précédent qui pourra être utilisé par d'autres, et on voit bien que beaucoup de gens disent mais en réalité Israël fait ce qu'a fait la Russie par rapport au Donbass. Et je vais expliquer pourquoi c'est totalement différent et la raison pour laquelle la Russie de Poutine a décidé d'agir ainsi. D'une part, depuis 2014, suite aux événements de Médan, mais aussi aux événements d'Odessa, et véritablement un hold-up, un coup d'État, puisque le président en place a été viré, mais de façon totalement illégale, et ce qui a permis plus tard l'avènement de Zelensky, le comédien Zelensky, à la tête de l'État ukrainien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les populations du Donbass, comme l'avait déjà fait celle de Crimée, ont décidé de se soulever contre cette espèce de nettoyage ethnique, puisque l'idée c'était de faire disparaître toute russophilie d'Ukraine. Donc l'interdiction du langage, qui n'était plus une langue officielle, donc l'ukrainien redevenait la seule langue officielle, mais également une place plus importante à l'anglais, et la volonté d'ailleurs d'afficher de rejoindre l'OTAN, mais également de rejoindre l'Union européenne, alors que jusque-là, l'Ukraine essayait d'être entre les deux et de prendre ce qui était le meilleur pour l'intérêt de l'Ukraine entre l'Union européenne et entre la Russie. Je vous rappelle que l'Ukraine ne peut pas survivre, ne peut pas se chauffer sans la générosité et la loyauté des Russes qui n'ont jamais arrêté de livrer du gaz et de permettre à l'Ukraine d'avoir toute l'énergie dont elle avait besoin, même si ce sont les Russes qui contrôlent la plus grande centrale d'Europe, qui est la centrale nucléaire de Zaporijjie, et qui produit énormément d'énergie. Même quand Nord Stream 1 et 2 ont été sabotés, même quand le pont de Kerch a été saboté, même quand les Russes ont découvert tellement de biolabs en Ukraine, ils ont toujours respecté les règles, ils n'ont jamais agi de façon démesurée, de façon excessive. Parce qu'en fait, l'opération spéciale russe a des objectifs très clairs qui sont de dénazifier l'Ukraine, et ça c'est autorisé aux Russes parce qu'en fait les Russes ont combattu et vaincu le nazisme. Donc la Russie est un pays qui a gagné, donc d'après la charge des Nations Unies, ils ont le droit d'intervenir dans le cadre d'opérations spéciales pour dénazifier si jamais le nazisme réapparaissait quelque part. Et les Russes ont montré qu'ils avaient trouvé énormément de nazis, il n'y avait qu'à voir les centaines de soldats avec sur leur corps tatoué l'apologie au nazisme, mais pas que, et je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que les accords de Minsk 1 et 2 n'étaient pas respectés. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur les révélations qu'ont faites François Hollande et Angela Merkel sur le fait que ces accords n'étaient signés que pour gagner du temps et pour armer l'Ukraine et finalement faire la guerre à la Russie, puisque c'était l'objectif, et c'est toujours l'objectif, d'affaiblir la Russie et d'essayer de démanteler, comme elle l'a été, à l'époque de Yeltsin, démantelé économiquement, mais également démantelé socialement. Bon, ça n'a pas fonctionné. La Russie sort, grandit, elle sort en croissance, elle sort solide. Et malheureusement, ce n'est pas du tout le cas de l'Europe avec cet effet boomerang terrible des sanctions et de la guerre qui montre cette forme d'impuissance complète
de l'Europe par rapport à une Russie seule, alors que face à elle, elle avait l'Ukraine et également la totalité de l'OTAN, dont les États-Unis, en support militaire, en support de mercenaires, en support d'armement et en support de financement. Je vous rappelle également très rapidement que dès mars, il y avait eu des pourparlers de paix qui avaient été aboutis, puisqu'il y avait une résolution de paix à l'état de projet qui était signée, des annexes également qui étaient signées. Donc les Russes ont commencé leur retrait dans le cadre de ces accords. Et vous vous rappelez tous de l'épisode de Boutcha qui a mis un terme à tout projet de paix. Et on peut se demander évidemment qui était à la manœuvre et pourquoi si vite l'Union européenne, Von der Leyen, etc. ont crié au meurtre, au massacre contre l'humanité. Mais aucune enquête n'a jamais été révélée. Donc revenons un peu en arrière, on a les accords ne sont pas respectés et on a une armée considérable de 500 000 Ukrainiens qui est en train de se masser en approche de la ligne de front vers le Donbass, mais également vers l'Ukraine, vers la Crimée. Crimée qui d'ailleurs était privée d'eau puisqu'elle n'était plus alimentée par le canal du Dniepr. Et donc l'agriculture en Crimée avait connu en fait une période terrible pour se développer. Comme quoi, l'arme de l'eau, l'arme de la nourriture est toujours une solution qui est privilégiée. Alors les Russes avaient compensé une grande partie de ça avec la construction du pont de Kerch que j'évoquais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité à ce moment-là sur cette région importante? Eh bien, les Russes comprennent, puisqu'il y a une massification également de forces de l'OTAN dans la région, qu'il y a un risque possible d'une attaque de très grande ampleur sur le Donbass par cette armée. Et donc, ils commencent à prendre les devants et à mettre également face à cette armée, une armée d'environ 100 000 personnes assez jeunes et qui sont présentées comme des personnes qui sont là pour, disons, un entraînement de grande ampleur militaire. Et effectivement, ce sont des jeunes soldats, ce ne sont pas les équipements modernes. Et donc, beaucoup, en fait, ne pensent pas que ce soit réellement les intentions de la Russie de rentrer dans le Donbass. Et effectivement, ce ne sont pas les intentions de la Russie, puisque le président Poutine fait un ultimatum à l'OTAN en leur disant « il faut que les choses changent, c'est important, parce que ça devient intenable ». On a des populations dans le Donbass qui sont bombardées depuis 2014 en permanence, avec des milliers de morts et des gens qui vivent dans des conditions effroyables en se demandant quand la prochaine bombe tombera sur leur immeuble. Je vous rappelle juste qu'en quelques jours, à Gaza, Israël a fait beaucoup plus de morts que l'Ukraine n'en a fait pendant les 8 ans, ce qui était déjà considéré comme un total incroyable puisqu'il s'agissait de civils. Et chaque mort civile est juste inadmissible pour l'humanité. Et donc, Poutine a compris que l'OTAN ne cherchait qu'à gagner du temps, que le président Macron qui venait le visiter ne cherchait qu'à gagner du temps. Et donc, comprenant que l'attaque ukrainienne allait arriver, et quel aurait été le risque en cas d'attaque ukrainienne, c'est que l'Ukraine attaque et qu'en même temps, des porte-avions nucléaires, exactement comme ça s'est passé au large de Gaza, des équipements importants de l'OTAN se mettent en place et disent aux Russes, si jamais vous intervenez dans cette affaire qui ne concerne que l'Ukraine, on va agir. Et donc la Russie aurait été face à un ultimatum d'une escalade immédiate vers la guerre mondiale. Et donc Poutine a évalué ça très clairement, s'est dit, si je n'attaque pas en premier, si je n'interviens pas en premier à la demande des républiques du Donbass, c'est ce qui risque de se passer. Et donc les républiques du Donbass ont appelé à l'aide Moscou, et tout ça s'est réglé en 2-3 jours, et Moscou est intervenu. Voilà, c'est ça, la manière avec laquelle ça s'est passé. Il faut bien comprendre la raison pour laquelle également il y a une telle retenue de la Russie, une telle volonté de ne pas tuer les populations civiles. Je vous rappelle, quand vous pensez au combat, que ce soit à Mariupol ou ailleurs, qu'il n'y a pas eu de bombardement aérien comme ça a été le cas
à Gaza, comme ça a été le cas en Irak, comme ça a été le cas en Libye, comme ça a été le cas en Yougoslavie, comme ça a été le cas en Afghanistan. Invariablement, l'OTAN et ses alliés bombardent tout et interviennent ensuite sur le terrain quand il ne reste plus que des fantômes dans les immeubles. Ça n'a pas du tout été comme ça. Même pour la bataille de Barmout, les Russes sont allés sur le terrain, ils ont accepté beaucoup de pertes d'hommes et de ne pas non plus bloquer la possibilité pour les populations civiles jusqu'au dernier moment de choisir avec des corridors humanitaires où elles allaient aller. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'il n'y a aucune comparaison dans ce qu'a fait la Russie. Le président russe a prévenu des mois à l'avance qu'il allait intervenir, puisque dès novembre, il a envoyé une lettre aux Américains pour dire « voilà, les choses ne vont plus ». Je vous rappelle qu'il y avait Minsk 1, qu'il y avait Minsk 2, qu'il y a eu mobilisation de troupes, mais qui était infime par rapport aux troupes ukrainiennes qui étaient mobilisées, et à la ligne de front qui faisait qu'une grande partie des villes du Donbass étaient sous un bombardement permanent et encerclées, puisque si vous regardez une carte, les républiques autonomes du Donbass, c'était une portion congrue, l'ensemble n'était pas connecté à la Crimée et à la Russie, et donc ils vivaient véritablement une souffrance terrible. Il n'y avait plus de livraison et de paiement des retraites, il n'y avait plus du tout de livraison alimentaire normale. En fait, ils vivaient véritablement comme au Moyen-Âge. Il faut voir les reportages qui ont été faits, il faut voir les descriptions qui sont faites par les journalistes. Maintenant, pour conclure, on sait maintenant de façon assez certaine qu'avant le 7, en permanence, il y a un monitoring complet par les Israéliens, avec le Shin Bet, avec le Mossad, avec tous leurs équipements de surveillance, mais également la NSA, la CIA et et les Égyptiens et les services secrets français, etc., savent ce qui se passe à Gaza en permanence. Également en Cisjordanie, mais alors la Cisjordanie c'est encore plus compliqué parce qu'en fait la Cisjordanie est complètement occupée, donc il y a des soldats partout, y compris dans les villes des territoires palestiniens occupés. Gaza c'est un statut spécial puisque c'est un ghetto qui est entouré de murs et de barbelés. Et donc les Égyptiens ont prévenu à maintes reprises le gouvernement Netanyahou. En plus, il y avait la date symbolique des 50 ans du Kippour, du début de la guerre du Kippour. Donc, on peut se demander ce qui s'est réellement passé le 7. Comment tout ça a été possible, comment autant de soldats du Hamas devenus, pour l'occasion, des terroristes, puisqu'ils ont attaqué également des positions et des civils pour faire des otages, ce qui fait d'eux, par définition, des terroristes. Il y a eu forcément aussi des civils qui ont été tués par le Hamas pour la raison bien simple que dans les kibboutz, mais d'une façon générale quasiment partout en Israël, mais surtout dans les kibboutz, les gens sont armés en permanence, les services de sécurité sont armés et donc il y a eu des échanges de feu. Mais ce que disent les survivants, ce que disent les otages libérés, ce que disent les gens qui connaissent bien de l'intérieur l'armée israélienne, les services secrets israéliens, disent que cela n'est absolument pas possible. Surtout avec les informations qui ont été divulguées par les Égyptiens et qu'après avoir nié, le président Netanyahou a reconnu. Également, on s'étonne de la coïncidence du plus grand porte-avions nucléaire du monde juste dans cette zone-là. On s'étonne également des plans qui ont été révélés par Wikileaks. On s'interroge également sur toutes les images qui sortent, mais toutes les images qu'on a vues sur le terrain, où on a véritablement l'impression qu'il y a eu des tirs de missiles qui sont typiquement les missiles qu'il y a sur les hélicoptères à page de combat. Parce que quand on voyait les voitures avec les passagers entièrement carbonisés sur place dedans, ça n'a pas pu être fait par des kalachnikovs, ça n'a pas pu être fait par des grenades artisanales, ni même par des tirs de roquettes artisanales du Hamas. Ça n'a pu être fait que par des missiles à haute charge et à haute vélocité énergétique.
qui sont typiquement les missiles Hellfire, comme ça avait été décrit par énormément d'experts militaires qui ont dit, tous les témoignages, tout ce qui revient du terrain indique que énormément de victimes, y compris parmi les militaires, ont été tuées par des tirs amis, c'est-à-dire par des tirs d'hélicoptères, mais également par des tirs de chars. Donc, on comprend que les circonstances qui justifient, entre guillemets, le droit de se défendre d'Israël ne sont pas claires du tout. Évidemment, il y a des otages qui ont été prises et il faut s'inquiéter du sort de ces otages. Il y a des otages qui ont été libérés et c'est terrible. Mais depuis, le gouvernement Netanyahou, avec une lettre signée par 4 présidents occidentaux, dont Macron numéro 1, Biden, Scholz, Meloni, ont déclaré qu'ils étaient totalement derrière Israël. Voilà, et depuis, on en est, selon les chiffres, à 15 000 morts reconnus. Toutes les personnes de MSF qui sont dans les hôpitaux, qui sont partout, disent « mais le nombre de morts est bien plus grand, on sent une odeur de mort à l'intérieur de Gaza » parce que comme il n'y a plus d'énergie pour les tractopelles, etc., on ne peut plus aller chercher dans les décombres. On a des pères ou des mères qui savent que toutes leurs familles sont dans des décombres et il n'est plus possible d'aller les chercher. Il y a des risques d'épidémie, il y a des risques de septicémie, puisqu'en fait des milliers de personnes ont été estropiées par les bombardements, ils sont obligés d'être amputés sans anesthésie et il n'y a plus de produits pour désinfecter, il n'y a plus d'antiseptiques, il n'y a plus d'antibiotiques, il n'y a plus rien dans les hôpitaux. Il n'y a même plus de réserves d'eau puisque les réservoirs d'eau ont été détruits, les réservoirs alimentaires ont été détruits, les usines de fabrication de pain ont été détruits, les endroits à côté des églises ou des mosquées dans lesquels les gens pouvaient se réfugier ont été détruits, les cours intérieurs d'hôpitaux ont été détruits, il y a une terreur totale. Et ce que disent aussi des personnes qui sont sur le terrain, au-delà de la résilience des Palestiniens, c'est que maintenant la faim, l'absence d'électricité, l'absence de lumière, les couveuses qui sont obligées de s'arrêter parce que les générateurs s'arrêtent, parce que les panneaux solaires ont été détruits, ce sont des dizaines de morts parmi les nourrissons qui étaient en urgence absolue dans les couveuses. Vous imaginez? La guerre en Irak, entre autres, a obtenu un assentiment mondial parce que quelqu'un avait menti sur le sort de bébés koweïtiens dans des couveuses. Mais là, c'est factuel. C'est exactement ce que Israël, le gouvernement Netanyahou, est en train de faire à des millions de personnes qui sont massacrées. Donc, arrêtez de comparer les choses qui ne sont pas comparables. Il y a eu des trucages, par exemple, sur la clinique de Mariupol, et il a fallu quelques mois pour que les trucages soient démontrés. Pour Boutcha, il n'y a jamais eu le résultat de la moindre enquête. Pour Nord Stream 1 et Nord Stream 2, on sait très bien qui est derrière, ce sont les Américains et leurs alliés. Pour le pont de Kerch, également, on sait qui est derrière, puisqu'il n'y a pas eu qu'un camion qui a explosé, il y a vraisemblablement eu aussi des drones sous-marins, et la technologie n'est pas disponible partout, etc., etc. Il y a les empreintes digitales de l'Occident, toujours les mêmes pays. Allez, j'ai oublié dans la liste, hein, c'était pas, il y avait 5 pays qui avaient signé cette lettre, il y avait aussi l'Angleterre qui avait signé la lettre. Bref, il ne faut pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Il faut comprendre que les actions de Vladimir Poutine étaient des actions sages pour essayer, entre guillemets, d'éviter une situation de guerre nucléaire si jamais l'OTAN s'installait en Ukraine plus avant. Donc c'était une ligne rouge que depuis toujours la Russie avait tracée en disant « vous ne vous approcherez pas ». Et l'OTAN n'a jamais arrêté de mentir à ces accords qui étaient clairs, qui ont été prouvés, qui ont été sortis. Toutes les archives orales, écrites montrent qu'il y avait eu un engagement très clair et très formel de l'Occident et des États-Unis de ne pas aller avec l'OTAN vers la Russie. Ça n'a pas été respecté. Et la Russie a fait preuve d'énormément de patience. Sauf que l'Ukraine, c'était
la limite de sa patience. Mais pas que l'Ukraine, les populations du Donbass. Alors que pour Gaza, depuis 2005, où Israël effectivement s'est retiré de la bande de Gaza, Israël s'est assuré que le pouvoir était entre les mains du Hamas. Le Hamas est très lié d'une part au Qatar, donc indirectement à Israël et aux États-Unis. Il y a également une accumulation de preuves dans ce sens-là. D'ailleurs, les chefs du Hamas ne sont jamais inquiétés au Qatar. On se demande pourquoi, compte tenu des événements du 7 qui justifient de tuer des millions de civils pour atteindre des terroristes. Les chefs des mêmes terroristes ne sont pas inquiétés. Qu'on ne me dise pas que le Mossad n'est pas capable de les trouver et de régler leurs comptes. Mais on s'étonne aussi qu'avant le 7, ils ont été incapables de voir ce qui se passait, que durant le 7, ils ont été incapables de défendre, entre guillemets, leur population immédiatement, alors qu'Israël a la meilleure défense et les meilleurs systèmes de surveillance au monde, mais que dès le lendemain du 7, ils savent très bien quelles ambulances bombarder en temps réel, ils savent sous quelles maisons sont des tunnels, des portes de tunnels ou des terroristes, etc., etc. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Les choses ne sont pas comparables. Voilà, je vous remercie surtout de vous abonner à la chaîne Substack, de nous aider autant que vous pouvez, de nous aider si vous pouvez financièrement, c'est très important. Comme vous comprenez, j'y consacre maintenant l'essentiel de mon temps, pour ainsi dire toute ma vie. On veut se professionnaliser, on veut arriver à un niveau qui permet à cette voix, à ma voix entre guillemets, qui ne changera pas dans sa manière de s'adresser à vous, dans sa manière de parler librement et humainement des situations du monde, mais on a besoin d'outils, on a besoin de moyens, j'ai besoin de personnes pour m'aider, pour m'accompagner, pour faire des recherches documentaires, pour avoir des preuves, mais également pour faire des courts montages, pour initier les vidéos. Tout ça coûte extrêmement d'argent, ça nécessite un engagement sans faille de personnes qui sont fiables, qui consacrent également leur vie et qui ont besoin d'être rémunérées pour ce travail. Et donc, effectivement, on ne veut pas rendre cette chaîne payante, on ne veut pas en limiter l'accès. C'est pour ça qu'on vous demande de faire ce qu'aucune autre chaîne n'a le courage de faire, c'est de vous demander librement de nous accompagner. Évidemment, on va vendre des produits, on va faire des conférences, on va faire des dîners, on va s'approcher de vous et vous êtes déjà extrêmement nombreux à avoir décidé de nous aider, mais on espère que vous serez au fur et à mesure de plus en plus nombreux. Je vous remercie de m'avoir écouté.